Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. 4e podcast, Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. C'est la suite du 3e épisode, du 3e podcast, où je voulais vous raconter ma life, du moment où je suis né jusqu'à l'achat de mon premier bien immobilier. Donc je vais reprendre à ce moment-là, pour que ça ne soit pas non plus des podcasts qui durent 2 heures. Par rapport au 3e podcast, je voulais revenir sur ce que j'avais dit, parce que maintenant mon père écoute et ma mère écoute, donc déjà ma mère m'a dit que je racontais ma vie. Je dis bah ouais, je raconte ma vie, c'est le but. En fait, un mec qui écrit une autobiographie, il raconte sa vie. Quelqu'un qui fait une biographie sur quelqu'un, il y a un bouquin qui sort, on parle de sa vie. Donc moi je fais un podcast où je parle de ma vie. Si ça peut inspirer, ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent, et moi j'ai envie de parler de moi, donc voilà. Donc je reprends, elle m'a dit que je m'étais trompé, mon fils Louis a 7 ans, et ma femme m'a dit tu t'es trompé sur l'âge des grands-mères. Effectivement, ma grand-mère paternelle a 79 ans et ma grand-mère maternelle a 90 ans, et ils vivent leur meilleure life, ils partent en vacances, ils se font des bonnes teufs, ils picolent. Donc voilà, c'était pour revenir sur le 3e podcast où je parlais un peu de ma vie de 0 jusqu'à 23-24 ans. Donc je m'étais arrêté sur l'achat de ma maison, de ma première maison, de ma résidence principale. Donc quand j'étais infirmier à l'hôpital, au bout de 2 ans et demi à peu près, j'ai eu un déclic. J'ai vraiment réalisé que j'étais pas fait pour le salariat, j'étais pas fait pour rentrer dans un moule, j'étais pas fait pour suivre la voie tracée qu'on avait essayé de me faire, suivre les rails où on avait essayé de me mettre dessus. J'avais envie d'autre chose, de prendre des risques. J'étais pas habitué à prendre des risques, mais je sentais que ça n'allait pas. Enfin, limite, j'étais presque dépressif parce que je sentais que j'étais pas à ma place. Donc, sur un coup de tête, j'ai demandé un congé sans solde. Et aussi j'ai acheté une maison dans mon village. J'avais une maison à vendre. J'avais capté, parce que je regardais déjà Le Bon Coin régulièrement, et j'avais capté que cette maison était en vente depuis quelques années. Donc elle est affichée 47 000 euros. Je l'ai eu à, il me semble, net, hors frais d'agence, 33 000 euros ou 30 000 plus 5 000 de frais d'agence, je ne sais plus. En tout cas, frais d'agence inclus, je crois qu'on était à 35 ou 37 pour 70 mètres carrés. Dans mon village, là où j'ai grandi, là où je suis originaire, tout à refaire, c'était un héritage. Mes parents, mon père surtout, connaissait bien la fille qui avait hérité, la femme qui avait hérité. Donc j'ai eu ce déclic, et où j'ai eu cette prise de décision. J'ai dit maintenant je me casse, je me demande un congé sans solde, je ne sais pas ce que je vais faire. En tout cas, j'ai mon diplôme d'infirmier, j'ai plus de 2 ans et demi d'expérience comme infirmier. Voilà. À la base, je voulais un peu aller au Club Med. Et je me suis dit en attendant, je vais retaper la maison. Donc j'ai acheté cette maison, j'ai commencé à rénover. J'avais 6 mois avant de quitter le salariat. Donc pendant ces 6 mois-là, je commençais la rénovation, je commençais la démolition. Et après, j'ai rencontré ma compagne. J'avais rencontré ma compagne, on était sortis ensemble 6 mois, on avait rompu. Donc pendant cette période où on avait rompu, c'est là où j'ai acheté cette RP. Il y a eu c'est là où il y a eu la remise en question en fait de ma life, 24-25 ans. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui te reste à faire, quelles étaient tes envies, etc. Et c'est là où je me suis vraiment posé. Et c'est là où j'ai pris cette décision, donc congé sans solde et achat de la maison. Dans le but un peu d'aller au niveau professionnel, je savais pas trop où j'irais, mais je me suis dit je trouverai de toute façon quoi qu'il arrive du travail. Donc quand le moment est venu de vraiment quitter l'hôpital, je me suis remis avec ma compagne, qui est actuellement la mère de mes enfants et qui est toujours ma compagne. Il fallait trouver un taf, donc j'ai commencé à faire du libéral, tout en parallèle de rénover cette première maison. Donc la première fois que j'ai fait du libéral, t'es infirmier, quand t'es infirmier, t'es à l'hosto, t'as les médecins autour de toi, en plus en réanimation. J'ai quand même bossé dans la plus grosse réanimation chirurgicale cardiaque de l'Est de la France. On avait des hélicoptères qui arrivaient du Luxembourg, on avait des cas des fois qui venaient de Metz. Donc on avait tout ce qui était
circulation extracorporelle, hein, on avait des cœurs artificiels dans cette réa, hein, des gens qui avaient le cœur qui... Enfin, c'était une machine qui faisait le boulot du cœur. Donc du jour au lendemain, je commence à faire des remplacements comme infirmier libéral et à aller chez les gens, voir dans quel état les gens y vivent, voir la misère, voir la saleté aussi, etc. Donc les 2 premières semaines étaient très compliquées et je me suis dit je ne pourrais pas continuer à faire ça. J'ai repostulé pour aller bosser en réanimation, mais plus proche de chez moi, un hôpital plus proche de chez moi, et de faire du SMUR. Parce que ça, c'était toujours ce que je voulais faire, c'était faire du SMUR. Il s'avère que j'ai eu mon premier salaire et j'avais triplé mon salaire. Du coup, en fait, je m'y suis fait. En fait, hein. Je me suis dit, allez, continue un peu, et puis au final, je m'y suis fait. Donc, j'ai fait 6 mois à Strasbourg comme infirmier libéral. Et ça m'a permis aussi énormément d'observer, d'apprendre à observer l'atmosphère qu'il y a dans les rues, dans les quartiers, etc. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes que je coach chez Green Bull Campus, ou les personnes que j'avais en coaching individuel avant que je sois coach chez Green Bull Campus. Quand des gens ils veulent investir loin de chez eux, je leur dis toujours, il faut que vous ressentiez le quartier. Il faut que vous alliez, il faut en fait se déplacer. Il faut y aller. Il faut aller chercher un sandwich. Il faut aller à la boulangerie. S'il y a un coiffeur, il faut aller chez le coiffeur dans la rue. Si tu veux investir dans une rue, il y a un coiffeur, va te faire une fois couper les cheveux là-bas. Renseigne-toi, demande-toi et essaye de ressentir si toi tu te sens à l'aise. Vas-y à plusieurs moments de la journée. Matin, après-midi, le soir vers 23h pour voir si c'est pas craignos le soir. Et ça te permet en fait de savoir si toi-même tu voudrais vivre dans la rue ou dans le quartier où tu vas acheter un bien. Et ça, en fait, ça m'a aidé parce que pendant les 6 mois où j'ai fait infirmier libéral à Strasbourg, je faisais ma tournée en vélo. En fait, donc tu vois, tu coupes par une rue perpendiculaire que tu peux pas passer en voiture, etc. Et en fait, là, ça te permet ça m'a permis en fait de ressentir les rues où je voulais pas aller. Ça m'a aidé après par la suite lorsque j'ai voulu investir dans des endroits que je ne connaissais pas. J'avais déjà les codes. En fait, c'est ça. J'avais les codes pour ressentir un endroit mieux qu'un autre pour investir dans l'investissement immobilier. Donc voilà, 2012 se fait, je termine les 6 mois, j'arrive à me rapprocher encore de chez moi pour faire du remplacement avec un autre monsieur dans un cabinet d'infirmier libéral sur Sarrebourg. Donc en parallèle de ça, je continue à rénover la maison. Donc il faut savoir quand même que cette maison, avec mon père, on a tout arraché. Donc quand on était dans la cuisine, on voyait les tuiles, hein. C'était une maison mitoyenne sur 3 étages. Il y avait 2 étages, il y avait rez-de-chaussée, premier étage, et 2e étage, c'était le grenier. Donc nous, on a fait encore des chambres dans le grenier. On a tout arraché, tout le plancher, on a refait tous les planchers, on a mis des Velux, on a fait 2 chambres. Et isolation, c'est la première et dernière fois que j'ai fait de l'isolation sous les combles. C'était au mois de mai. J'ai dormi donc à l'époque, soit je dormais chez ma compagne qui vivait en Alsace, qui elle était locataire, soit je rentrais dormir chez mes parents. Et quand on a fait cette isolation, cette laine de verre, on l'a fait sur 2 jours. Mais le 2e jour, je pleurais. Au petit-déj, je pleurais. Je disais à mon père, j'ai pas envie d'y aller. Il me dirait, il reste une journée et après c'est fini. Ça sera fait. Et puis voilà quoi. J'avais de la laine de verre dans les yeux. Le soir, je me faisais des collyres. Donc je mettais des gouttes dans les yeux pour relever toute la laine de verre que j'avais dans les yeux, quoi. Et donc là, j'ai dit, ça, plus jamais de ma vie, je le ferai, je le délèguerai. Et j'ai eu à le faire. J'ai eu plusieurs chantiers où je devais le faire. Et je l'ai toujours délégué. Et c'est là le pouvoir aussi, quand tu es investisseur immobilier, quand tu as déjà fait une fois, tu sais ce que tu demandes à ton artisan. Tu comprends aussi quand ton artisan il te fait un devis cher. Tu comprends quand ton artisan il en a marre. Tu comprends quand ton artisan il transpire. Tu sais que s'il doit isoler des combles au mois de juin et juillet, ça m'est arrivé, tu sais qu'il va avoir soif, tu sais qu'il va transpirer, etc. Et tu es plus empathique en fait vis-à-vis de lui parce que derrière... tu l'as déjà fait et tu sais à quel point c'est chiant. Donc je conseille souvent aux gens sur leur premier investissement, quand ils sont jeunes, quand ils ont le temps, quand ils sont à proximité, de faire un peu eux-mêmes, surtout au moins la démolition. Il n'y a pas de savoir-faire
n'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour démolir quelque chose. Tu peux aussi faire la peinture. T'as énormément de tutos maintenant sur Internet pour la peinture, pour le parquet. Le carrelage, c'est un peu plus compliqué. Le parquet, il faut bien commencer, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux toujours trouver du monde pour te faire le démarrage et après, toi, tu continues. Voilà. Et ça te permet en fait, après, derrière, de comprendre ton artisan et d'avoir une bonne relation entre toi, investisseur immobilier, et l'artisan. Et surtout, après, quand tu reçois un devis, tu fais pas non plus le mec qui pète plus haut que son cul parce que ton devis il est plus cher que ce que toi tu pensais. Parce que tu sais au moins le temps que ça prend. Après, faire du sanitaire, faire de l'électricité, être couvreur, ça c'est encore, je pense qu'il faut vraiment être allé à l'école ou avoir fait une formation pour ça. Donc voilà, 2012-2013, j'ai pris des notes les amis aujourd'hui. J'ai bien bossé ce matin. Comme ça c'est un peu plus chronologique. 2012-2013, il y a ça. Donc je me focus quand même beaucoup sur mon activité d'infirmier libéral remplaçant. Je me focus quand même beaucoup sur ce chantier, donc tout mon temps libre je le passe là-dessus. Sachant qu'on fait tout nous-mêmes, sachant que mon père travaille, que moi je travaille aussi, on y va. Mon père il va que les samedis et pendant les vacances. Moi j'y vais, je travaillais 16-17 jours par mois, donc j'y allais les autres jours, mais j'étais du genre encore à l'époque, à 25 ans, à me barrer à 16h du chantier. Chose que maintenant, si j'ai un chantier, je reste quand même un peu plus tard. Donc voilà. 2014, j'emménage dans la maison, donc c'était pour ma RP. Ma compagne qui elle était en location me rejoint avec son fils et on vit ensemble. Je trouvais ça débile qu'elle paye un loyer. Ça faisait maintenant presque 1 an et demi qu'on était ensemble, donc je lui ai proposé de venir vivre avec moi. Donc on a emménagé tous les deux tout de suite ensemble. Il n'y a pas eu une semaine où moi j'ai vécu tout seul, on a emménagé ensemble. Les 3-4 derniers mois de la fin du chantier, j'ai commencé à m'intéresser au business, etc. Et j'avais un cousin qui travaillait pour un mec qui avait, dans notre région, il s'était lancé, il était menuisier il avait un BEP menuisier, il a commencé comme menuisier, et puis de fil en aiguille, il a monté son magasin de meubles, cuisiné là, etc. Monsieur Meuble, il a monté un centre commercial, et en fait, mon cousin travaille pour lui depuis qu'il avait l'âge de 19 ans, il disait, ouais, j'aimerais bien un peu me lancer, moi aussi j'avais envie, j'avais toujours, du coup, en fait, l'achat de cette maison a révélé en moi que j'aimais l'entrepreneuriat, que j'aimais avoir des projets en fait. Là, j'ai vraiment compris que j'aimais vraiment avoir des projets. Du coup, un soir, il m'invite à boire l'apéro, je vais chez lui, je dis, tu sais ce qu'on pourrait faire, mec ? On pourrait se lancer dans un nature house. Il me dit, c'est quoi un nature house ? J'ai dit, tu vois ces filles-là, elles ont vachement perdu du poids. Il me dit, ouais, c'est vrai, en fait, maintenant que tu me le dis et tout. Je dis, elles sont tous allées à Saverne, donc de chez moi à Saverne, il y a 30 minutes de route. Et c'est une franchise, j'ai déjà regardé un peu sur le net et tout ça. Donc on boit un coup. Et quand je rentre de chez moi, il m'envoie un SMS, il me dit, vas-y, j'étais sur le site, on se lance, on fait. Donc on a déroulé le truc, il fallait qu'on cherche un local commercial, on a contacté la franchise, il y a un développeur qui est venu, il nous a dit trouver un local, on visite les locaux ensemble, trouver plusieurs locaux, la journée là, je me la bloque, on visite les locaux ensemble et après on lance le truc. Donc en fait, on a lancé le truc. Moi, je savais que j'arrivais à la fin de mon chantier, donc j'allais avoir du temps libre, vu que je travaillais que 16-17 jours par mois. Et je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose pendant ces jours de libre. Donc on s'est là-dedans, on a ouvert le magasin, on est parti en formation une semaine, on a ouvert le magasin, pour la première fois de ma vie, j'ai dû faire le DRH, hein. Donc j'ai dû me poser, j'ai dû faire des entretiens d'embauche, embaucher des diététiciennes, c'est pas facile. Et voilà, je fais ça courant de... On ouvre le magasin en septembre 2015, il me semble. Et après, 6-8 mois après, je vois que c'est plus possible avec l'infirmier avec qui je travaillais parce que j'avais retapé ma maison, je gérais un magasin avec 2 salariés, il y avait mon associé avec Thibaut qui était avec moi, mais on était vraiment sur le même point d'égalité, mais mon collègue infirmier, il n'avait pas la même vision que moi. Lui, c'était vraiment infirmier, c'est encore vraiment le mec infirmier à 115%, 160%, dévoué pour son métier, quoi. Et moi, oui aussi, mais en même temps, un cabinet infirmier, t'es payé à l'acte, donc ça reste aussi un business. Donc j'ai dit maintenant, on s'est mis d'accord et je suis parti et j'ai ouvert mon propre cabinet. Donc
2015, j'ai ouvert mon cabinet, je suis parti de zéro, j'avais juste une patiente, c'est-à-dire que j'avais 7 euros par jour, et j'ai dû créer comme ça mon cabinet infirmier. Et c'est là où les amis, quand vous êtes dos au mur, vous trouvez des solutions. Je me suis posé, j'ai pris une feuille, j'ai regardé combien il me restait sur le compte en banque, j'ai regardé le crédit pour ma maison que j'avais à payer, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça. J'avais 7 euros par jour, je travaillais du coup du lundi au dimanche, mais bon, j'avais juste une seule patiente, ça durait 20 minutes le matin et je rentrais. Et j'ai calculé combien de temps j'allais tenir comme ça. Et après, tu te sors les doigts, tu téléphones aux médecins, tu téléphones aux autres infirmières libérales qui ont peut-être un peu une trop grosse tournée, qui n'arrivent plus à suivre, etc. Et de fil en aiguille, tu arrives à trouver, à rentrer du patient. J'ai eu une infirmière qui avait vraiment beaucoup de travail, donc elle m'appelait, elle me donnait des patients parce qu'elle avait des appels, mais elle n'arrivait pas à les honorer parce qu'elle avait à honorer les soins parce elle avait plus de place dans son planning. Donc en fait, de fil en aiguille, j'ai réussi à récupérer énormément de monde. Et au bout de 6 mois, même pas, c'était en mai 2015, en avril-mai 2015, et en juillet, je sais qu'en juillet, j'arrivais à me ressortir de nouveau l'équivalent de 1500 euros net de salaire, mais en travaillant 7 jours sur 7. Donc j'ai fait comme ça pendant 6 mois. J'ai travaillé du lundi au dimanche, du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Et alors, même si c'était que 2-3 heures le matin et peut-être 1 heure le soir, faut y aller, quoi. Et tu peux pas dire je pars en vacances ou quoi que ce soit. Donc voilà, on s'était posé avec ma femme et c'était une décision qu'on avait prise à deux. On savait que voilà, derrière, ça allait être un peu dur au début. Et puis après, au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à prendre un infirmier en remplaçant, il me faisait 2-3 jours, et après de fil en aiguille, comme ça j'ai réussi à rentrer encore plus de patients, donc à augmenter mon chiffre d'affaires, et donc pour moi de pouvoir me libérer du temps pour me reposer, pour gérer mon magasin, pour gérer les vivre, quoi, partir en week-end, aller manger juste au restaurant le samedi soir sans savoir que le dimanche matin j'ai besoin de me réveiller pour aller travailler. Et voilà. Donc ça c'était toute l'année 2014-2015 à peu près. Les chiffres sont pas exacts à 100%. J'arrive pas à mettre des chiffres vraiment bien exacts, mais voilà. Et en 2015 ou 2016, c'était les dernières élections présidentielles pendant les débats, pendant le débat je sais exactement, la première fois que j'ai entendu Yann Darwin parler, c'était le soir du débat de l'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'était tellement nul. Donc c'était pas les derniers, c'était celle d'avant. C'était tellement nul ce débat que je scrollais mon Facebook et Yann, il bourrinait à l'époque de pub Facebook. Tu voyais que ça tronche partout, quoi. Donc je commence à cliquer, je commence à écouter ce qu'il dit. Je dis putain, j'aime bien sa façon qu'il a de parler, de raconter les choses, d'expliquer les choses et tout. Je vais voir, j'écoute sa chaîne YouTube. Donc là, je torche sa chaîne YouTube en même pas une semaine, mais même pas. En 3 jours, je torche sa chaîne YouTube. Je m'inscris pour avoir le livre gratuit. J'avais créé même une adresse mail et j'avais pas l'habitude moi de donner mon mail comme ça. Je vous parle d'un truc qui est presque maintenant il y a 8 ans, 9 ans et 7 ans. Et du coup, je lis son livre. Je dis, ah putain, un crédit long sur 20 ans, du cash flow, c'est possible. Utiliser l'effet de levier, etc. Putain, mais je dis, c'est magique en fait. Moi, j'avais fait sur ma RP un crédit sur 15 ans que j'avais réduit après sur 8 ans. Parce que comme j'avais augmenté j'avais augmenté ma source de revenus, mon premier crédit, ma première mensualité c'était à 450 et après je l'ai doublé à 850, 804, même 900. Et du coup j'ai réduit, je suis passé... après j'ai aussi renégocié mon prêt parce que moi mon premier taux était à 1,35, je l'ai renégocié à je crois à 1,50 et puis du coup de fil en aiguille je suis passé de 15 à 8 ans, bref. On s'en fout. Et du coup, là, je commence vraiment à me dire, ce Yann Darwin, il est bon. Il vendait sa première formation TDR, là, trouver, décider, recommencer. Je crois que ça s'appelait comme ça, ouais. TDR, trouver, décider, recommencer. Je l'ai acheté, je crois que j'avais acheté 350 €, quelque chose comme ça. Pareil, je me l'ai torché en 2-2. Je me suis dit, lui, il est bon.
derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il se lance, il fait une association avec deux Alexandres, un qui s'occupait du business en ligne et un autre Alexandre qui s'occupait de la bourse. Il lance une formation qui s'appelle PRA, Programme de retraite anticipée. Pareil, je m'inscris, je me dis, vas-y, je suis le truc. Derrière ça, il proposait un week-end à Paris, un sorte de mastermind sur 3 jours, en fait. Et fallait carrément postuler, en fait. Donc moi, j'ai postulé et il m'a téléphoné, quoi. J'ai halluciné. Je tremblais au téléphone quand il m'a appelé. Euh, il m'a dit, ouais, on a eu ton truc, on a vu que tu avais la dalle, etc. Donc nous, on te sélectionne pour venir au week-end. Je dis, ok, feu. Bon, je me pose, je rentre à la maison, je me pose, je dis, ils me sélectionnent, ils sont bien beaux, mais c'est 4000 balles, hein, du vendredi matin jusqu'au dimanche soir. À Paris, après tout frais, tout logé, etc. On était dans un super hôtel, tout était payé. Donc c'est vrai que j'avais juste le trajet à payer. Donc c'est vrai que quand tu vois le week-end qu'on a passé, le soir on sortait jusqu'à pas d'heure, on a mangé dans plein de restos bons à Paris. Bon, on t'a fait, hein, de 9h à 17h on t'a fait, et le soir on sortait, mais bon, je me dis que voilà. Même rien que les chambres d'hôtel, ils étaient déjà à 500-600 euros la nuit, là où on était. Donc voilà. Donc ça c'était. Donc là, pour la première fois de ma vie, j'ai pu le rencontrer. Donc ça c'était cool. Et en plus on n'était qu'une dizaine, donc ils étaient eux trois, les trois formateurs, nous on était une dizaine, donc ça c'était cool aussi parce que bah, tu pouvais discuter avec lui dès qu'il y avait une pause, etc. Après ils ont fait un séminaire, donc là j'y suis retourné. Derrière, bah, moi je suis du genre à pas partir et à rester jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc comme lui il est comme ça aussi, bah, on a continué à discuter, etc. Et là je me suis dit, maintenant dès qu'il organise quelque chose, j'y vais. J'y vais, comme ça moi je continue à le voir. Et moi ce que je voulais, c'est pas, en plus de faire des formations, je voulais aussi pouvoir le contacter, voilà, parler avec lui physiquement, quoi, parce que moi c'est la seule personne à qui j'ai acheté des formations, avec que je suivais sur les réseaux, c'était le premier, et c'est celui qui il m'a appris des choses. Donc là j'ai dit, non, moi il faut que je le voie. En plus j'ai eu la chance qu'il soit venu à côté de Colmar. Il était venu un week-end aussi pour faire des présentations à l'époque où il bossait encore pas avec Green Bull. Il faisait comme ça des séminaires, des choses comme ça. Il se déplaçait en fait un peu pour parler d'immobilier. Donc tout ça, c'est 2015-2016. Euh, En parallèle de ça, donc tout de suite après la formation TDR, j'achète une maison. Donc tout ça, je me forme, je fais monter je monte en mon cabinet infirmier, je fais augmenter mon chiffre d'affaires. Le Nature House, je fais augmenter le chiffre d'affaires. Je me forme dans l'immobilier et je vais commencer un peu à chasser, à visiter, etc. Donc j'achète une maison de 3 lots à la base était destinée que pour du locatif. Et au final, ben, je déménage dans un des lots, des 3 lots. Parce que en fait, au fur et à mesure de la rénovation, je faisais une partie moi-même. Le soir, ma femme venait comme ça le soir et on voyait, on disait ça pourrait être sympa qu'on vive ici, on est plus proche de l'école, etc. On est plus proche de tout en fait. Donc on a décidé de déménager au fur et à mesure du chantier. Donc des choses que j'avais pas prévu de faire dans le chantier, j'ai dû le faire. J'ai dû demander une rallonge de 20 000 euros à la banque. Donc ça aussi, hein, petit aparté. À chaque fois que je vous fais des apartés sur l'immobilier, euh, budgétisez vraiment bien vos travaux, sachant que maintenant, à l'heure actuelle, on est quand même le 4 mars 2023. Les prix ont extrêmement augmenté, hein. Une rénovation complète, hein, c'est plus que 1000 euros du mètre carré, hein, sachez-le, hein, pour une délégation totale. Hein, comptez un 1200 euros du mètre carré, c'est sûr et certain. Parce que les prix ont flambé, les artisans, je pense, en profitent aussi. Et donc voilà, 1200 euros du mètre carré. Donc moi, à la fois là, j'avais budgétisé des travaux pour faire 3 lots à but locatif, sachant qu'il y avait un des lots où j'allais y vivre. Donc là, j'ai tout arraché au sol. C'était un plancher bois. J'ai refait une chape avec un chauffage au sol. Bah voilà quoi, hein. Ça, j'ai mis une autre cuisine par rapport à ce que je voulais mettre au début. Et voilà, j'avais vite fait 20 000 de plus, quoi, hein. Ça, c'était donc 2015-2016. En parallèle de ça, donc je deviens papa. Euh, Ensuite, la formation PRA, il y avait des coachings
des coachings de groupe. Donc là, c'est là où j'achète mon premier bien en liquidation judiciaire. Pour la petite histoire, j'en ai parlé dans le premier épisode, dans le premier podcast. J'ai parlé de comment que je suis arrivé comment que j'ai acheté un bien en liquidation judiciaire et j'ai fait un x3. Et ben, j'ai connu l'agent immobilier qui m'a vendu ce bien-là 2 ans avant. Après un coaching de groupe, il était 15h, donc je repartais pour ma tournée et je suis passé devant cette maison avec le panneau à vendre qui était retourné et j'ai réussi encore à choper le numéro de téléphone. Le panneau, pour vous dire, il était tellement vieux qu'on voyait presque plus le à vendre, l'agence immobilière et le numéro de téléphone. J'ai quand même réussi à choper le numéro de téléphone. J'ai appelé l'agent immobilier qui s'est déplacé. On a visité ensemble, ils en voulaient 85 et ça faisait 5-6 ans qu'ils n'arrivaient pas à le vendre. Moi j'ai fait une offre à 40 qui a été acceptée à 40, net, frais d'agence, hors frais d'agence, 45 frais d'agence incluses pour 180 mètres carrés. Avec 2 logements qui avaient été commencés à être faits et les gens n'ont pas eu l'argent pour terminer le chantier. Donc moi j'ai repris, sachant qu'apparemment les personnes en liquidation avaient plus de 95 000 euros de dette. Voilà, moi je l'ai eu à 40. Donc voilà, j'ai commencé à acheter ça. 6 mois avant, j'avais acheté une autre maison aussi parce qu'en fait, je m'étais formé et du coup, j'avais compris les mécanismes de déficit foncier, etc. Comme ma première RP, il y avait un côté sentimental aussi, je me souviens, j'avais posé la question à Yann, j'avais dit qu'est-ce que je fais avec cette RP. C'était plus ma RP, j'avais déjà dit, c'était déjà trop tard. J'avais déjà fait, l'erreur que j'avais faite, c'est que peut-être j'aurais dû la vendre, prendre la plus-value. Vous savez qu'on est exonéré d'impôt sur la plus-value en vente de résidence principale. Et en fait, moi, j'avais ce côté-là où j'avais tout rénové avec mon père. C'était la première, etc. Je ne voulais pas la vendre. Du coup, je l'ai louée en nu, très bas, à un prix très bas, la fois là. Et je me souviens avoir demandé à Yann quelques mois plus tard, j'ai dit qu'est-ce que je fais avec cette maison. Maintenant, il m'a dit tu vas la vendre maintenant, c'est con parce que tu vas être imposé sur la plus-value. En plus, comme tu as fait tous les travaux toi-même, t'as beaucoup de. Voilà, j'avais même pas gardé les factures à l'époque et tout ça, donc des matériaux. Donc, il me dit il te reste combien de temps à payer? J'ai dit 1 an et 8 mois. Il me dit garde-le, dans 1 an et 8 mois, tu auras un loyer plein. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, cette maison, je l'ai toujours. Et je suis passé de 420 à 525. Et c'est un loyer plein qui tombe depuis presque 2 ans, plus 3 ans. Donc voilà, c'est toujours bon à montrer aux banquiers. Et une maison payée qui se vend à l'heure actuelle 90 000, elle part demain, tout de suite, quoi. Je la mettrai à 120. Je la mettrai à 120, sûr et certain. Et je la lâcherai à 105. Je sais pas, enfin bref. Du coup, c'est pas le but en fait de la vente pour l'instant, mais c'est ce que j'aurais dû faire peut-être à l'époque. Du coup, j'avais pu, par contre, j'allais être imposé, j'ai été imposé au revenu foncier. Donc, j'ai trouvé une maison à 15 000 euros, avec aussi 70 mètres carrés et à peu près 70 000 euros de travaux, ce qui m'a annulé ce qui m'a mis en déficit foncier presque pendant 5 ans. À l'heure actuelle, je suis encore en déficit foncier grâce à cette maison. Ça annule le loyer de cette maison donc, que j'ai en nu, plus encore la première. D'où le fait de se former, de savoir ce qu'on fait, etc. Après, j'achète la maison de 2 lots en liquidation judiciaire. Donc là, je crée une SCI à l'IS parce que je ne vais pas commencer à empiler un derrière l'autre les revenus fonciers. Une SCI à l'IS que j'avais créée pour l'achat de la maison de 3 lots en 2015. Enfin voilà, on s'en mêle un peu les pinceaux, mais en gros, j'avais une SCI à l'IS avec 2 maisons, une de 2 lots, une de 3 lots, en revenus fonciers 2 maisons, et puis voilà. En parallèle de ça, Yann venait de lancer l'Académie des investisseurs rentables, et je m'étais juré de ne plus dépenser de l'argent pour des formations, etc. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit au début non, je n'achète pas et tout. Et au final, il s'est passé même pas une semaine. Il avait fait une offre de lancement. Et dans l'offre de lancement qui proposait à tous les membres, à tous les clients déjà, si on achetait cash, à l'époque elle était à 1499 euros je crois, si on achetait cash et si on prouvait qu'on avait fait un investissement de 100 euros de cash flow net, on pouvait venir sur 3 jours à Nice en mastermind. Alors, quand j'ai su ça, c'est ça qui m'a fait acheter. J'ai acheté.
En plus, j'étais sous compromis sur un bien, donc cette maison de Dolo, c'était là à ce moment-là où j'étais sous. Et je savais très bien qu'elle allait me donner plus que 100 euros de cash flow net. Donc je savais que moi j'étais éligible pour aller à Nice au mois d'octobre pour ça. Donc en octobre, je suis allé à Nice. Bon, il y avait Yann, il y avait David Garcia, David De Villa. Et j'ai commencé. C'est là pour la première fois que j'ai rencontré aussi toute l'équipe de Green Bull Group, tous les associés fondateurs de Green Bull Group. Il y avait Jean-Guillaume Dice, etc. Donc ça, c'était cool. Et c'est suite à ça que j'ai fait mon premier deal de private equity. Donc private equity, c'est des investissements dans des sociétés non cotées, en fait. Et c'est là où Green Bull a fait sa première levée de fonds. Sa deuxième, en fait, officiellement. La première, ils ont fait une avant. Ils ont fait la deuxième levée de fonds. Et c'est là où, avec 8 ou 9 membres des personnes qui étaient avec moi dans le mastermind, on a créé une société civile qui a investi dans Green Bull Group. Et voilà, on est rentré dans le game. Et vous savez ce qui m'ont fait, vous savez ce qui m'a fait le plus, ce qui m'a dit, on a fait un zoom avec eux. On était en privé, hein, et en fait, ce qu'il y a, c'est que Guillaume Monge, qui est le PDG, qui est le big boss chez Green Bull Group, a dit quand même, attention les amis, le private equity est l'investissement le plus risqué qui existe sur Terre. Vous n'êtes pas sûr de retrouver votre argent. Moi, je vous déconseille de le faire, ou alors vraiment, il faut que vous soyez sûr de vous, etc. Et en fait, le fait de nous former, de nous dire qu'il fallait qu'on sache absolument ce qu'on faisait, moi, ça m'a dit non, je veux y aller, je veux faire partie de l'aventure, etc. Donc, on a créé une SC. On a levé dans cette SC plus de 100 000 euros parce que c'était le ticket d'entrée qu'il fallait. Et on a investi là-dedans. Et puis voilà. Donc en parallèle de ça, toujours infirmier, toujours Nature House. J'achète un deuxième Nature House en Alsace parce que je savais qu'il y en avait un qui était à vendre et moi j'allais mutualiser un peu les coûts et surtout j'allais aussi avoir une zone de chalandise où moi j'allais pouvoir vraiment avoir en fait si tu veux entre Sarrebourg et Saverne, il y avait des gens qui allaient à Saverne, c'était mon concurrent. Et là, moi, en fait, ils avaient le choix entre aller à Sarrebourg et à Saverne. Et moi, j'allais, voilà. Bref, si tu voulais perdre du poids chez Nature Host, dans ma région, c'était chez moi que tu allais, en fait. Donc, j'ai acheté. J'ai très, très bien négocié aussi la fois là. Sa vente de fonds de commerce, c'est un monsieur qui voulait vraiment tourner la page. Donc, il se passe ça, je crois que c'était aussi en 2018. J'ai plus les dates exactes. En 2019, en novembre 2019, Ah oui, ouais. Ce qu'il y avait aussi, c'est que la formation qu'Yann tournait avec PRA, PRA, Programme de retraite anticipée, il y avait un volet business en ligne. Et comme moi, je suis bête et discipliné, j'écoute ce qu'on me dit et je me suis lancé, j'ai créé une chaîne YouTube, investisseur boxeur, et une formation. J'avais créé une formation que je vendais, mais j'arrivais pas à la vendre. Les webinaires, ça me saoulait. Enfin, toute la technique, en fait, me saoulait. Donc, du coup, en 2019, j'ai fait un audio à Yann. J'ai dit, je pourrais pas, au lieu de promouvoir ma formation, en fait, plutôt promouvoir la tienne, parce qu'en fait, j'ai fait toutes tes formations. J'ai appliqué tes formations aussi. J'ai évolué à mon niveau en même temps que toi, en fait, mais peut-être lui beaucoup plus exponentiellement que moi. Et du coup, là, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, mais il y a moyen, tu veux pas être coach? Il me demande, tu veux pas être coach? Ouais, je dis, un peu le syndrome de l'imposteur. Je dis, non, mais mec, je peux pas être coach. Alors, il me dit, mais t'es formé, les questions, de toute façon, tu vas monter en compétence en fonction des questions que tu vas avoir, etc. Et tout. Et donc, c'est là que j'ai accepté. Et du coup, je suis devenu coach avec Yann, avec Green Bull, en novembre 2019. Ce qui en est suivi, en 2020, toujours infirmier, donc coach, Nature House, Sarrebourg, Saverne, achat d'un immeuble avec un associé. Au départ, on était à 2. Et en fait, ce qu'on a fait, on est passé de 2 à 4 parce que moi, c'était à distance, à Longeville-les-Metz, à côté de Metz. Donc moi, ça fait quand même 1h30 de route. Mon associé vit à côté, juste à côté. Donc, mais je me suis dit, il vaudrait mieux qu'on soit à plusieurs parce que c'était un achat d'un immeuble qui était affiché 240 000 aussi en liquidation et qu'on a réussi à négocier, je crois, à 180 ou 190. Et on voulait diviser en 4. Et je me suis dit,
vaudrait mieux qu'on soit à plusieurs parce que il va y avoir du taf, on va pouvoir mutualiser un peu le travail, etc. Et ça ira peut-être mieux. Et, euh, et du coup, on est à 4, on était à 4 là-dessus, on a créé une SCI. On a eu énormément de mal à nous financer parce qu'on a demandé au total 400 000 sans apport. Et, euh, mon associé Flo avait fait plus de 15 banques, hein, la fois là, hein, 18 ou 19 je crois, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir le financement, mais on a réussi à avoir le financement total. On a réussi à avoir le financement total de... On a presque pas mis 1 euro de notre poche. Un immeuble qu'on a divisé en 4, donc on a fait la démolition ensemble. En tout cas, 3 associés sur 4, parce qu'il y en a un qui vit à Bordeaux, donc... voilà, et donc pour dire juste quand même, les 4 associés, c'était 4 associés où on s'est rencontrés à Nice au Mastermind suite à l'achat de l'Académie des investisseurs rentables, hein. Voilà pour la petite histoire. Donc, comme quoi, aller dans des événements, parler aux gens, ça aide. Euh, Ensuite, 2020, 2021, j'investis aussi avec Green Bull. Ils font avec My Club Deal. Ils font une levée de fonds pour c'est aux États-Unis pour une construction. Donc là, j'y vais aussi. Donc là, là, on s'associe. Je m'associe avec des gens que je connais pas. C'est My Club Deal qui s'occupe de créer la boîte. Et derrière, le ticket d'entrée, c'était minimum 10 000. Donc voilà. 2020, il se passe ça. Il n'y a pas grand-chose au niveau perso. Bah, je stabilise le perso, infirmier, les Nature House, je vends. En fait, on est sorti Covid, je crois, je vends. Ah si, j'achète en 2020, pareil, liquidation judiciaire, l'agent immobilier m'appelle, il me dit j'ai quelque chose, c'est vendu loué, c'est un local commercial à Strasbourg. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu un locataire atypique, etc. C'est affiché 120. Moi, je fais une offre sans trop de motivation à 80 000 qui a été acceptée à 4. J'ai eu un contre-offre à 87. J'ai acheté à 87. J'ai augmenté le loyer par la suite. J'ai vu avec le locataire parce que le loyer n'avait jamais été augmenté depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai augmenté le loyer. Au total, j'ai emprunté 100 000 pour un loyer à 750 euros. Voilà, j'ai créé une SCI pour ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours senti que j'avais besoin de créer une SCI et mettre ce lot là juste dans une SCI. Et donc voilà. Ça, c'était au courant 2020, 2021. Vous me direz si jamais je me trompe, parce que mais c'était après le premier confinement, donc ça doit être ça. Ça doit être ça les dates. On s'en fout en fait, hein. L'essentiel à retenir, c'est l'évolution, c'est pas le, voilà. Donc derrière, moi, je continue à me former dans tout ce que je peux, à aller dans des événements dès que je peux, à bouger beaucoup. 2021, je fais mon entrée dans le cercle MDB de Sébastien Marcus, qui était à l'époque c'était mon collègue en tant que coach chez Yann Darwin. Donc il m'avait proposé. Il y avait pas j'avais jamais fait de marchand. Comme moi, je pars toujours du principe qu'il faut que je me forme. Donc j'accepte fin 2020. Je crée ma SAS de marchand. 2021, début 2021, je crée ma SAS de marchand parce que je trouve un appartement que je voulais faire en achat-revente. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai senti que le truc, c'était pas bon. Derrière ça, 2021, j'achète 5 lots. J'achète un lot de 5 lots, 3 appartements, 2 locaux commerciaux. Je fais sur les 5 lots, il y en a 4 que j'achète avec des SCI différentes et un que j'achète avec ma SAS de marchand que je rénove. Avec mon père, toujours pareil, parquet, peinture, salle de bain, cuisine, nous-mêmes. Donc achat, prix de revient 77 000 euros, prix de vente 109 000 euros. Donc premier OP de marchand seul. Parallèle de ça, j'achète aussi un appartement à Strasbourg que je mets en location courte durée, le deuxième. Je rénove, entre 2020 et 2021, je rénove mon grenier de 110 mètres carrés au sol pour en faire un appartement. Et voilà, c'est déjà pas mal, quoi. 2022, fin 2021, début 2022, je m'associe avec une personne que j'ai rencontrée au cercle qui vit à Aix-les-Bains. On fait une OP ensemble, on en fait une deuxième ensemble là, et maintenant une troisième ensemble. Fin 2021, début 2022, Yann me propose de visiter de faire des visites, de faire des vidéos avec lui où on est en immersion carrément où on se filme en train de visiter dans des secteurs qu'on connaît pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait
où j'ai pris plaisir à faire ça, en fait. Vraiment. Donc, je vivais en immersion avec Léo, Philippe, après Nico qui est venu avec, Johan aussi, hein, il y en avait pris un client au tirage au sort avec nous et c'était vraiment cool. Donc là, pareil, on a créé une société, on a acheté les 2 biens et on est en cours de revente. Donc voilà. Et 2023, arbitrage. Je suis en mode arbitrage tout doucement. Donc là, comme dit, dans le premier podcast, je vends le premier appartement que j'avais acheté à Strasbourg et une place de parking, je vous en ai parlé dans le deuxième podcast. Et je continue le marchand, je continue d'investir. Là, j'ai renforcé ma position sur Green Bull Group. Ils ont refait une levée de fonds, donc j'ai remis de l'argent dans Green Bull Group. En parallèle, je ne vous ai pas dit, mais fin 2021, début 2022, ouais, c'était là, en 2022, j'ai créé une société d'investissement, pareil, donc je voulais pouvoir investir dans du private equity, mais souvent les tickets d'entrée sont quand même soit élevés, soit tu peux pas non plus dégainer 10 000 balles tous les mois dans quelque chose. Donc j'ai créé une société, une SaaS. J'ai bien sélectionné les associés que je voulais avoir. J'avais déjà une idée claire où je voulais aller. Je leur ai montré le projet. On est 11. Donc en fait, tous les mois, on fait un virement permanent tous les mois sur cette boîte. Et en fait, cette boîte, après, investit dans les projets qu'on sélectionne. Et voilà. Ça nous permet au lieu de mettre seul 10 000 euros une fois sur 10, on est à 11 à mettre 10 000 euros en division par 11. Mais on peut faire 100% des deals qu'on a envie, en fait. Donc ça, c'est cool, sachant que My Club Deal, donc, est une filiale de Green Bull Group, propose quand même énormément de choses et régulièrement des choses. J'avais une petite frustration de ne pas pouvoir participer au projet, en fait. Et comme je dis toujours, c'est le projet qui me drive. L'argent suit derrière. Et faire gonfler ton argent, faire gonfler ton capital de 100 000 à 500 000, 600 000, en fait, va pas te rendre foncièrement plus heureux. Mais elle va t'emmener à faire d'autres projets qui, eux, vont te rendre heureux. Et pendant ce processus-là, tu vas kiffer. Vous n'allez pas me dire que Yann Darwin, quand il se positionne sur des villas à Dubaï, il kiffe pas. Vous n'allez pas me dire que quand tu te positionnes sur un immeuble, là, le dernier en date, à 300 000, j'en ai déjà parlé, mais la semaine où on était en négo avec la propriétaire, avec la vente, etc., c'était très excitant comme semaine, je trouvais. Parce qu'on se rend là-bas, non, elle n'accepte pas, ouais, mais alors ok, on augmente le prix de l'offre, mais nous on veut une autorisation de commercialisation, tac, tac, tac. Et moi j'adore ça, parce que là ça te prouve que tu es dans le mouvement en fait. Et si tu veux, là on retrace maintenant, là j'ai retracé ma vie de 2012 à 2022, donc le 2023, les 11 dernières années. Et en fait, quand je le mettais sur la feuille, quand j'écrivais ce matin, je suis toujours dans le mouvement en fait. C'est que quand tu fais une rétrospective sur derrière toi que tu vois que tu étais dans le mouvement. Bien que, de toute façon, on n'a jamais la sensation d'avancer assez vite. Et si vous m'écoutez, toutes les personnes qui sont là, si toi tu m'écoutes, tu es un entrepreneur dans l'âme, généralement, tu es un investisseur et tu as l'impression que ça va pas assez vite. Mais ça, on le vit tous, ça. Et même un Bill Gates, un Elon Musk, Elon Musk, j'en suis sûr et certain que lui, dans sa tête, il se dit putain, ça avance pas assez vite. Je devrais déjà être sur Mars, sur la Lune, sur Neptune. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est pas propre à chacun, je veux dire, c'est le propre d'un investisseur d'avoir l'impression qu'on n'avance pas assez vite. Mais quand tu te poses et que de temps en temps, tu fais une marche arrière sur ce que tu as fait, tu te dis bon, c'est déjà pas trop mal. Bien que j'ai envie de multiplier par 50 ce qui est écrit sur cette feuille pour les 10 prochaines années. Et donc en fait, moi, qu'est-ce que je fais ? Je continue, j'avance, je continue. Mon associé ce matin avec Clément est allé visiter un bien qu'on lui a proposé en off mercredi. Donc voilà, le pouvoir de l'association aussi. Pendant que moi je tourne ce podcast, Clément est peut-être en train de négocier un immeuble. Pendant que je parle à ce podcast, Flo est peut-être en train d'envoyer un message sur Airbnb sur notre immeuble parce qu'il y a une question. Pendant que maintenant
Flo par exemple est en vacances, moi je peux peut-être répondre. Ou alors pendant que Clément est en vacances, moi je vais peut-être visiter quelque chose pour faire du marchand avec lui. Ça c'est le pouvoir de l'association. C'est pas facile. Je vais faire un podcast dédié à ça. C'est vraiment pas facile. Des fois on croit que... En fait, moi je dis toujours, on peut avoir des amis, on peut avoir des connaissances, on peut avoir... mais quand on s'associe avec quelqu'un, c'est un peu comme quand tu es plus jeune, tu as des copains que tu vois le week-end et puis tu décides en été de partir une semaine en vacances avec eux. Et là, tu vis avec eux. Et en fait, là, tu vois que tu croyais connaître ton pote, mais en fait, finalement, tu le connais pas aussi bien. Donc ça, ce qu'il faut, c'est tout de suite, dès le départ, bien poser les choses, tout de suite dire qui fait quoi, tout de suite dire quand ça va pas, ce qui va pas en fait, tout simplement, et essayer de recadrer au fur et à mesure et surtout ne pas laisser mettre des non-dits en fait, parce que voilà, sinon ça fait monter la boule de neige et puis après ça éclate et puis l'association part en couille de tous les côtés quoi. Voilà les amis, j'espère ne rien avoir oublié. Juste pour la petite info, si vous voulez mettre 5 étoiles, ça serait cool. Si vous voulez mettre un commentaire, ça serait cool. Parce qu'au début, en fait, je me suis dit, je fais ce podcast parce que j'aime bien parler, parce que j'aime bien. Mais en fait, au final, je crois le deuxième podcast, il était classé 30e sur 200 là, sur Apple Podcast. Et vous savez quoi? Ça m'a bien fait du bien à mon ego, en fait. Je me suis dit, putain, à un moment, j'étais au-dessus de Yann Darwin, quoi, business en bagnole, quoi. Et donc, je me suis dit, putain, et en fait, je pense que je sais pas comment Apple Podcast calcule le classement, mais du coup, ouais, j'étais un peu en mode, je vais regarder tous les 2-3 jours comment je suis classé. Donc ça, le seul moyen que je sois bien classé, c'est si ça vous plaît, vous mettez 5 étoiles. Si ça vous plaît encore mieux, bah, vous mettez un commentaire, sachant que j'ai eu des commentaires à mercredi, bravo. Eric qui me dit, bah, Laxaf, bravo. En fait, c'est mon père, je crois. Laxaf. Ah oui, c'est Pascal en verlan. C'est mon père qui m'a mis ça. J'ai Eric qui m'a mis écoutez si tu es en manque de motivation ou pour entretenir la flamme de la motivation. Bravo Mickaël, c'est top. Merci Eric. Lavalo, c'est merci Mickaël, ton parcours atypique et tes aventures immobilières, c'est une vraie richesse. J'ai un profond respect pour toute la team de Green Bull. Donc j'ai Morgane qui m'a mis d'une aberrante, top. Stéphane qui m'a dit super podcast, tout dans le naturel et dans la spontanéité, reste comme tu es, continue de nous motiver. Johan, mon ami Johan justement, donc, qui était venu avec nous à Lille la fois là quand on faisait un défi immobilier que j'ai appris à connaître pendant cette période-là, qui est vraiment un super gars, qui je sais qu'il va réussir. De toute façon, en fait, il y a des gens, on sait qu'ils vont réussir. C'est juste une question de temps, en fait. Et un mec comme Johan, beaucoup de monde quand même que je côtoie, je sais qu'ils vont réussir. C'est juste une question de temps, en fait. Il est venu avec nous pendant une semaine. Il était à peine arrivé chez lui, même pas déjà dans le train en partant pour rentrer chez lui, qu'il était déjà en train d'implémenter ce qu'on lui avait dit. Il vendait sa RP, il prenait le cash, il faisait du marchand, etc. Donc Johan qui met super podcast, super intéressant, que tu nous parles du bon côté, des mauvais côtés de l'investissement. Surtout quand tu parles de la location courte durée. Nico qui m'est ravi que tu aies passé le cap, le franc-parler et l'expérience, c'est ce qu'on veut. Podcast ajouté aux favoris, voilà, merci à vous quoi. Victor, merci d'être lancé, je te suis depuis un moment sur Insta et te voir te lancer et t'écouter tes conseils en podcast, c'est juste incroyable. Merci à vous, merci papa, si t'écoutes. Le but c'était qu'il y ait que ça reste en fait, que peut-être un jour mes enfants l'écouteront. Ce podcast-là va évoluer. Je veux dire, si vous écoutez maintenant les 4 premiers podcasts, vous allez me connaître déjà beaucoup mieux, savoir exactement comment je fonctionne, etc. Et puis le but, c'est que je pense que on peut apprendre, on apprend mieux quand même de choses quand on apprécie la personne qu'on écoute. En fait, moi, je fonctionne comme ça, donc je pars du principe que mes auditeurs me suivent, ils m'aiment bien. Du coup, ils continuent à me suivre. Moi, je suis, comme on dit toujours, quelqu'un de clivant. Soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Ça me va très bien, en fait. J'ai pas envie d'être neutre, en fait. Je veux pas être neutre, en fait. J'aime pas les gens neutres non plus. J'aime pas ceux qui te disent oui à tout juste pour te faire plaisir. À un moment, tu peux pas plaire à tout le monde. Et ça fait longtemps que je l'ai compris. Je pense que je l'ai toujours compris toute ma vie.
Et donc voilà, je regarde pas ce que les autres y pensent de moi et je trace ma route. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des éclaircissements, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez voilà, que j'approfondisse des trucs. Voilà, j'ai vendu les Nature House, j'ai plus de salariés. À l'heure actuelle, je n'ai plus de salariés, je travaille que avec des artisans que je sous-traite, etc. Mes collaborateurs infirmiers sont des collaborateurs, tout simplement, ne sont pas des salariés. J'ai plusieurs sources de revenus grâce à tout ce que j'ai fait depuis toute ma vie, en fait. Mais en fait, il y a un mot d'ordre qu'il faut retenir aussi, c'est que je n'ai jamais arrêté de travailler. Je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté de travailler. Et le nombre de fois, là, ces 2 dernières années où on me dit, mais tu pourrais t'arrêter. Mais non, mais je m'arrête pas, en fait. Je m'arrête pas. Et même quand je suis en vacances, je travaille et je peux pas m'arrêter, en fait. Si je m'arrête, je meurs, en fait. Si je m'arrête, je deviens dépressif. Là, j'ai la gastro. Pendant que je fais ce podcast, les amis, j'ai la gastro, mais j'avais besoin de faire ce podcast parce que c'était la suite du premier. J'avais besoin que vous le sachiez, que j'avais envie de le poster, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais faire. Et de toute façon, pour parler même avec la gastro, j'y arrive. Donc voilà. On va parler de plein de choses ces prochains temps. De plein de choses. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais poster ce podcast en ligne et je vais préparer ma conférence mensuelle chez Green Bull Campus qui sera pour toutes les personnes qui sont dans l'Académie des investisseurs rentables. Donc, vous avez une conférence mensuelle par coach, donc c'est-à-dire 4 par mois. Et ma conférence à moi, elle est sur le marchand de biens versus l'investisseur immobilier. C'est très très intéressant. Je suis content d'avoir trouvé ce thème-là. Parce que des fois, c'est compliqué de trouver un thème. Et je suis content parce que et Johan, il nous l'avait dit quand on était à Lille avec nous. Il était que investisseur immobilier, il faisait pas de marchand. Et en fait, nous, on allait vraiment là-bas pour faire du marchand. Et il dit, quand tu visites, tu as un autre œil. Tu vois les choses différemment quand tu visites pour du marchand que pour du locatif. Je dis oui. J'ai dit c'est pas pareil. Et après, il y a une chose qui est sûre, c'est que si c'est une très bonne affaire en locatif, ça sera une bonne affaire en marchand parce que tu pourras toujours le revendre à un investisseur immobilier avec un peu moins de pourcentage, quoi, hein. Tu vois, si tu t'achètes un truc à 15%, tu le revends à 8% à un investisseur clé en main avec tout ce qui est bon. Et voilà. Donc, et une bonne OP de marchand n'est pas forcément une bonne OP de locatif. Des fois, tu peux acheter un immeuble, acheter à un prix, le vendre à la découpe et gagner 100 000 euros sur l'immeuble. Et par contre, tu n'auras pas de cash flow en locatif parce que c'est un secteur où tu loues moins cher, mais par contre, où tu vends plus cher. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui veulent me suivre et qui ne me connaissent pas sur Instagram, l'investisseur boxeur, j'ai une chaîne YouTube aussi. L'investisseur boxeur, j'ai un compte Instagram, l'investisseur boxeur, j'ai un TikTok, l'investisseur boxeur, et voilà. Pour toutes les personnes qui veulent se former dans l'investissement immobilier, on a l'Académie des investisseurs rentables et on a aussi pour les marchands de biens, Green Bull Campus propose aussi l'incubateur. Donc depuis que l'incubateur est là, je ne suis plus dans le cercle. Donc j'ai été 2 ans dans le cercle MDB. Et une fois que l'incubateur a été créé, j'ai rejoint Green Bull Campus, mon partenaire, dans l'incubateur. Je vous mets tous les liens dans la description. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, passez à l'action. C'est surtout l'action qui va vous faire avoir des résultats, clairement. On pose son téléphone, on s'abonne d'abord, on met 5 étoiles, on met un commentaire, on abonne un ami et après on fonce en visite. Allez, à plus, ciao ciao.